tout le monde et bienvenue dans ce live où nous allons faire le récap de NXT TakeOver Stand and Deliver, la première nuit de ce TakeOver qui va donc compter 2 nuits. Et bon show par rapport à... On est dans la moyenne d'un TakeOver, on est sur d'excellents matchs, voilà, excellent contenu, enfin bref, c'était tout du très bon. Maintenant, c'est pas... on n'est pas dans le haut du panier d'un takeover. On est vraiment dans la moyenne des takeovers, ce qui suffit à dire que ça a vraiment été un excellent show. Merci beaucoup à Milopolitan qui a pris un abonnement. C'est un live qui commence bien. Je vous lance un petit sondage pour que vous me disiez quel a été, d'après vous, le match de la soirée. Vous pouvez voter pour les matchs dans leur ordre de qu'ils ont eu lieu, dans l'ordre chronologique. Donc si vous pensez que c'est Zoey Stark contre Toni Storm, vous votez 1, Pete Dunne contre Kushida, vous votez 2, le Gauntlet Eliminator, vous votez 3, etc., jusqu'au main event de Raquel Gonzalez contre Io Shirai. Mais je vous le rappellerai de toute façon en faisant le bilan de chaque match. Et là vous voyez pas le sondage, hop là vous le voyez. Il est absolument fantastique. Voilà. On va parler des shows. Donc on va commencer avec le premier match de la soirée, donc avec le kick-off. Le kick-off qui s'est ouvert sur Zoey Stark contre Toni Storm, avec Mickie James au commentaire, ce que j'ai trouvé très cool. Parce qu'à un moment donné, durant l'année dernière, j'écoutais, je regardais Main Event, et Mickie James était au commentaire, et je trouvais qu'elle faisait du bon taf, donc c'était cool de la retrouver au commentaire. Camille me fait remarquer que Zoey Stark, on aurait dit un personnage que tu viens de créer dans un jeu vidéo. Oui, c'est un problème que Zoey Stark va devoir régler le plus vite possible, c'est qu'effectivement pour l'instant elle a vraiment pas de personnage, mais vraiment pas de personnage. D'ailleurs le match a pas été excellent. C'est-à-dire que Zoey Stark a eu de meilleurs matchs sur les épisodes hebdomadaires de NXT. En l'occurrence, Toni Storm a dominé pendant presque tout le match, c'est-à-dire que Zoey Stark a essayé de revenir, mais souvent Toni Storm réussissait à l'empêcher de revenir. Mais Stark a fini par remporter le match en faisant un roll-up sur Storm, en contrant un Storm Zero, la prise de finition de Toni Storm. Elle a réussi à la contrer et voilà, à remporter le match avec un roll-up. C'est plus. Le match était bien, mais je peux pas dire que je suis déçu parce qu'il a été annoncé le jour même. Voilà, c'était un match, quoi. C'était un match, il était là. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ensuite, on a vu Nina Strauss jouer l'hymne américain, parce que vous savez, c'est une tradition à WrestleMania que quelqu'un chante l'hymne américain. Je trouvais ça un peu cool qu'il demande à Nina Strauss de jouer l'hymne américain à la guitare. Après ça, j'ai pas pris de screen, mais on a eu des éclairs et du tonnerre dans le CWC. Et après, on a vu le décor, on a vu un crâne géant être déroulé. Alors, Camille a cru pendant tout le show, moi j'ai cru au début qu'il était en 2D, mais non, c'était je sais pas comment ils ont fait, une structure en 3D de crâne qu'ils ont déroulé à l'entrée, au début du show. Donc ça c'était un peu cool. Il avait 2 écrans à la place des yeux et il avait de la fumée qui lui sortait du nez, enfin du trou du nez. Je sais pas comment on appelle ça, le creux que les crânes ont au niveau de là où devrait y avoir le nez. Bref, c'était très sympa. Et donc on a eu le premier match du TakeOver lui-même. Pete Dunne contre Kushida. Conseil de Camille, si tu veux gagner contre Pete Dunne, faut y aller avec des moufles. Elle était là l'astuce, personne n'y pense quoi. Ah. J'ai entendu Camille faire... Voilà, Camille surnomme Pete Dunne pète-doigt. Pète-doigt contre Kushida. J'ai écrit, le match est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Très fluide, très rapide, très brutal. Et ils se tordent dans tous les sens en insistant très fort sur les clés de bras et sur les coups dans la face. Dans les spots un peu sympas qu'on a vu dans ce match, il y a notamment Kushida qui arrive à mettre Pete Dunne dans un overboard lock à partir de la 2e corde. Il saute. J'aime beaucoup la façon dont Kushida amène le overboard lock. Bref, il a fait ça, mais du haut du coin.
Mais Pete Dunne a réussi à attraper la corde de sa main libre. Du coup, ce que Kushida a fait, c'est qu'il a pris l'autre main et puis voilà, vas-y, attrape la corde sans tes bras. Et du coup, Pete Dunne a réussi à atteindre la corde avec son pied. Il y a un spot pour lequel j'ai pas pris de photos, mais qui est, j'ai pas pris d'image, mais qui était extrêmement cool. C'est, alors attendez que je me plante pas. Kushida était en train de faire une clé de bras sur Pete Dunne en face de lui, c'est-à-dire en guillotine, quoi. Pete Dunne s'est penché pour réussir à lui faire le tomber pendant que Kushida lui faisait une prise de soumission. L'arbitre, du coup, a voulu compter jusqu'à 3, et au même moment, Pete Dunne a mis son pied dans la corde pour interrompre la soumission, et Kushida a soulevé son épaule pour interrompre le tombé. Bref, c'était un très bon match. On n'est pas dans le A pour moi. Il manque un peu de build et il manque un peu de durée, j'ai envie de dire, pour qu'on soit dans le A. Mais c'était une masterclass technique, une petite masterclass technique, mais c'était quand même vraiment très très cool. Et Pete Dunne a fini par remporter le match avec un bitter end. Le bitter end n'a jamais aussi bien porté son nom, fin amer, parce que c'est encore un match important que Kushida gagne pas. Bah, à un moment donné, il va falloir qu'il gagne des matchs, Kushida, parce que c'est pas possible, quoi. Qu'il soit présenté comme un challenger sérieux, puis que derrière, il perde tout le temps, c'est difficile, quoi. C'est difficile. C'est pour ça qu'on s'est arrêté sur un... Enfin, que je me suis arrêté sur un B+. Ensuite, on a eu le Gauntlet Match. Alors, j'ai été surpris de voir un minuteur apparaître à un moment donné. C'est parce que c'est un Gauntlet Eliminator Match. Gauntlet Match, c'est 2 catcheurs s'affrontent et le suivant prend le vainqueur. Un Gauntlet Eliminator, c'est 2 catcheurs s'affrontent et au bout d'un certain temps, un autre arrive. Voilà, donc ça a pas changé grand-chose au match lui-même. Ça a changé un peu ma façon de noter parce que les Gauntlet Match, je note chaque match et après je mets une note au match. Là, Gauntlet Eliminator, je mets une note au match et ils se la partagent tous. Et puis ça me semble pertinent. En l'occurrence, donc le match a commencé avec Isaiah Swerve Scott et Leon Ruff. Scott a agressé Leon Ruff avant même son entrée. Il l'a jeté sur la rampe avant l'entrée. Ils n'ont pas arrêté de se battre en dehors du ring, notamment devant le public qui était au niveau de la hardcam, qui en ont eu pour leur argent. Du coup, il y avait beaucoup de public. Ça m'a un peu, en tant que spectateur, je trouvais ça un peu cool qu'il y ait plus d'ambiance, mais en tant que personne, l'épidémie, c'est pas fini, les enfants. Vous êtes apparemment, ils ont pris ils ont testé tous les gens enfin, tous les gens qui étaient dans le public devaient avoir passé un test récent et ils portaient tous un masque. Bref, il y avait des mesures, mais c'est toujours un peu voilà. Dans les spots un petit peu plus sympas, on a ah non, j'ai pas pris l'image. On a Leon Ruff qui a réussi à contrer un powerbomb du haut du coin, c'est-à-dire que Isaiah Swerve Scott allait lui faire un powerbomb du haut du coin, il a contré ça avec un Hurricane Rana, ce qui est toujours un peu sympa comme spot. Et ensuite, on voit Bronson Reed arriver, et à partir de là, Bronson Reed a jeté Leon Ruff, a jeté Isaiah Swerve Scott, a jeté Scott sur Ruff, a jeté Ruff sur Scott, il a jeté tout le monde, et en fait, Bronson Reed a vraiment été le MVP de ce match, spoiler, qu'il a fini par gagner, mais il a vraiment été au centre du match, quoi. Tout le match a été construit autour de sa force et son poids, c'est-à-dire que il tombait sur quand il se prenait une prise, des fois il tombait sur d'autres gens derrière, les gens n'arrivaient pas à le soulever ou quand ils arrivaient à le soulever, ils se mettaient en difficulté. Bref, tout le match a été construit autour de Bronson Reed. Dès que Cameron Grimes est arrivé sur le ring, il a payé Isaiah Swerve Scott pour qu'ils s'unissent le temps de déblayer un peu le terrain. Camille a confirmé son pronostic d'une victoire de Dexter Lumis quand elle l'a vu entrer en disant qu'il arrive avec des fumigènes et du Jean-Michel Jarre, donc c'est sûr qu'il va gagner. Pendant l'entrée de Dexter Lumis, Leon Ruff se fait éliminer par Isaiah Swerve Scott. LA Knight arrive avec un micro et il commence à dire hey, toi je veux te battre, toi je veux te battre, toi je veux te battre. Et Bronson Reed l'interrompt en le jetant dans le ring. Merci Bronson Reed. Le truc c'est que LA Knight est vraiment très très cool sur le ring et je me dis qu'il fait vraiment un très bon taf au micro pour que je le déteste quand même, parce que quand il est sur le ring je me dis voilà, la vache, le mec il est d'accord, il est agile, il est rapide, il est bien quoi, c'est vraiment un bon catcheur.
Mais merde, quoi. Au micro, il est vraiment insupportable. J'ai beaucoup aimé ce spot-là. Loomis a réussi à porter le silence, sa prise de soumission sur Cameron Grimes. Et LA Knight l'a surpris en lui faisant... Alors, un roll-up dont faut que je me rappelle le nom. Quand tu fais un pont comme ça, pour comment dirais-je, pour river les épaules de ton adversaire au sol, ça a vraiment été très inventif comme spot. Mais du coup, ça a un peu énervé Dexter Loomis qui s'est pris un tombé alors qu'il était en train de faire une prise de soumission. C'est pas sympa, quoi. Faut pas faire ça. C'est pas gentil. Après ça, tous les catcheurs qui restaient, les 3 catcheurs qui restaient, donc Scott, Grimes et Bronson Reed, se sont unis pour éliminer LA Knight, donc qui vient d'éliminer Dexter Loomis. Et LA Knight sort du ring et Dexter Loomis le console en lui faisant un gros câlin. Parce que, n'est-ce pas, il est important de garder un peu de chaleur dans ce monde. J'adore la prise de soumission de Dexter Loomis. Vraiment, il t'étrangle jusqu'à ce que tu perdes connaissance, et puis après il te caresse les cheveux. Parce que c'est pas grave. Tes souffrances sont terminées. Il est tellement cool. J'aime beaucoup Dexter Loomis. J'aime vraiment beaucoup Dexter Loomis. Mais j'ai aussi beaucoup aimé le trio final. Bronson Reed, Isaiah Scott et Cameron Grimes. Il y a eu plein de spots vraiment très cool. Cameron Grimes qui veut faire un suplex lâché sur Isaiah Scott. Sur Isaiah Scott. Bronson Reed qui l'attrape au vol. Du coup, Cameron Grimes qui voit ça, qui colle un super kick sur Bronson Reed pendant qu'il tire Isaiah Scott. Isaiah Scott qui en profite pour descendre et qui met un coup sur Cameron Grimes. C'est très dynamique ce passage-là du match. Isaiah Scott réussit à éliminer Cameron Grimes en retenant son slip, ce que normalement on n'a pas le droit de faire. Mais je dirais que Cameron Grimes venait d'essayer de le lui faire à lui, donc c'est un peu mérité. Et alors le duo final, non, on ne va pas parler d'AEW Dynamite, je ne l'ai pas vu. Le duo final était vraiment très cool. Très cool. Swerve Scott a fait un power slam sur Bronson Reed sur le coin, sur l'arête du ring. Ça doit niquer sa mère. Ce après quoi il l'a remis dans le ring et il a tenté un 450 du haut du coin et Bronson Reed s'en est sorti. Isaiah Scott lui a mis un last shot, là, son coup de pied qui a l'air de niquer des mers. Il lui en a mis un. Bronson Reed n'était pas à terre, il lui a même défié de lui en mettre un deuxième. Et ben, il lui en a mis un deuxième que Bronson Reed a encaissé comme un bonhomme. Et c'était toujours pas suffisant. Scott allait lui en mettre un troisième. Bronson Reed arrive à attraper le pied, mais Scott se libère de l'emprise de Bronson Reed pour lui coller un troisième last shot. Et ça suffit toujours pas. Et Bronson Reed revient avec un power slam, avec un power bomb. C'est pas un Red Crash, mais ça ressemble, je connais pas le nom de cette prise. Et enfin, un tsunami pour remporter le match. Mon pronostic était bon. Donc voilà, j'ai mis un A à ce match-là en tout, sachant qu'il y a plein de trucs qui ont été vraiment cool, notamment que Isaiah Scott a été vachement protégé. Il est rentré dans le match en premier, il a été éliminé en dernier. Ça c'est vraiment cool et j'espère que Dexter Loomis va tuer LA Knight parce que ça aussi c'est vraiment très chouette. Donc on part sur vraiment beaucoup de bons trucs quoi, beaucoup de bons trucs. Donc si vous voulez voter pour ce match là en tant que match de la soirée, c'est 3. Voilà. Si vous voulez voter pour Zoe Stark contre Toni Storm, c'est 1. Pete Dunne contre Kushida, c'est 2. Le Gauntlet Eliminator, c'est 3. Ensuite, on va passer au match pour le titre mondial de NXT UK. Tommaso Ciampa contre Walter A+, évidemment A+. Si vous voulez voter, il faut faire point d'exclamation, vote plus loin, le numéro que vous voulez voter. Et alors, détail que j'ai adoré, mais dès le début du match, la rivalité entre les deux est surtout basée sur le fait que Walter prétend que Tommaso Ciampa n'est plus au niveau auquel il était.
Il n'est plus du tout le Tommaso Ciampa de 2018, celui qui était champion de NXT, celui qui a été invaincu pendant très longtemps. Et le détail qui tue, c'est Tommaso Ciampa arrive avec les cheveux rasés, enfin les cheveux qu'il avait sur le côté parce qu'il n'a plus que ça, les cheveux compatis, rasés. Avec son manteau. En fait, au départ, je me suis dit, ah merde, c'est chiant, il n'arrive pas avec son masque super cool avec lequel il fait son entrée dernièrement. Mais après, j'ai additionné 1 plus 1, additionné 2 plus 2, et il s'est rasé les cheveux. Il n'a pas son petit pendentif non plus qu'il met tout le temps depuis son retour. Il est venu avec son manteau. En fait, il est venu comme il était en 2018. Il est venu avec son skin de 2018. Et ouais, c'est marrant, je l'ai retrouvé. Voilà, j'ai retrouvé Ciampa. Et c'était... Ah, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, ah, j'ai envie que tu gagnes du coup. Là, je sais que tu vas perdre parce que, on sait que Walter a un match ce soir. Mais, parce que Walter a un match contre Rampage Brown à NXT UK Prélude, qui est diffusé ce soir, mais qui a déjà été enregistré. Donc... je sais pas comment ils vont raconter ça. Est-ce qu'ils vont nous dire que Walter a pris l'avion pour retourner à NXT UK? Je sais pas. Bref. Camille dit que Walter fait preuve de techno. Je pense qu'elle a pas dû avoir une scolarité facile. Walter... Ah ouais, ça c'était un spot vraiment très très cool. Walter a voulu faire un chop sur le torse de Ciampa. Il l'a esquivé. C'est la table qu'a pris. Le machin qu'ils mettent sur la table des commentateurs a pété en deux. Voilà. Ça doit pas être agréable. Évidemment, le truc était déjà découpé, je sais. Mais ça doit pas être agréable de se prendre un chop de Walter. Et en fait, toute la stratégie de Tommaso Ciampa, qui était intelligente, c'était de s'en prendre au bras droit de Walter pour qu'il ne puisse plus faire ses chops. Pour qu'il ne puisse plus faire pour qu'il ne puisse pas utiliser son arme, j'allais dire la plus dévastatrice. Une de ses armes qui sont toutes très dévastatrices, mais au moins celle-là, il pourra pas l'utiliser. Du coup, Walter, c'est un peu, comment dirais-je, c'est pas rapatrier le mot que je cherche, c'est un peu, voilà, oh merde, je déteste quand je trouve pas mes mots. Walter a plutôt utilisé du coup d'autres armes de son arsenal, notamment les Big Boots, qui consistent en mettre la semelle de ta chaussure dans le faciès de ton adversaire. Oh non, mais globalement, Walter s'en est sorti, quoi. Il a fait des chops avec l'autre main, enfin voilà, il a trouvé des moyens de s'en sortir. Il y a un spot que j'ai vraiment, mais tellement adoré. Tommaso Ciampa qui met des coups de la corde à linge à Walter, mais Walter ne tombe pas. Tommaso Ciampa le harcèle de coups de la corde à linge. Je sais pas combien il lui en a mis. Je pense que ça doit être une vingtaine. Je les ai pas comptés parce que j'ai pas fait gaffe. Mais il a dû lui mettre une vingtaine de coups de la corde à linge. Soit au milieu du ring pour essayer de le faire tomber. Soit dans les cordes pour essayer de le faire passer par-dessus la troisième corde. Et Walter ne bougeait pas. Et Tommaso Ciampa a pas arrêté de courir pour prendre de l'élan pour mettre des coups de la corde à linge. Il a un cardio de dingue. Walter a réussi à arrêter son élan avec un énorme back and chop sur le torse. Tommaso Ciampa se relève directement et lui colle un coup de la corde à linge. Et là, Walter tombe. Et là, moi, j'ai dit oui. Et ça, c'était vraiment trop cool. Et ensuite, il lui a fait Ciampa a fait un air raid crash sur Walter pour un near fall. Là, là, j'étais dans le match. Ça y est, là, j'étais dans le match à fond. Ça y est, il m'avait totalement absorbé. C'est quoi l'image dans ce... Ouais, après, Ciampa a essayé de faire un fairy tale ending sur Walter, mais Walter s'en est sorti au compte de 2. Ensuite, un autre spot que j'ai trouvé très très cool, Walter a réussi à porter une prise du sommeil sur Tommaso Ciampa. Ciampa a atteint les cordes, donc normalement Walter aurait dû arrêter sa prise. Ce que Walter a fait, c'est qu'il a libéré un de ses bras, il a tapé sur les bras de Ciampa et a enchaîné avec un German suplex parce qu'il en a rien à foutre et un énorme coup de la corde à linge pour un near fall là encore. Ciampa a failli se prendre un powerbomb du haut du coin. Le truc, c'est que toutes ces prises-là, le gros coup de la corde à linge, le slipper, le tout ça, c'est des prises avec lesquelles Walter a déjà gagné des matchs de championnat. C'est des prises dont on sait qu'elles peuvent finir un match. Et là, notamment, le powerbomb du haut du coin, on sait que ça peut finir un match également. Mais Ciampa a réussi à le contrer avec un air raid crash pour un autre near fall. Et là, c'est là que Camille s'est dit, et moi, ça fait un moment que je me le dis, mais Camille s'est dit,
Ok, bah, s'il n'a pas gagné là, il gagnera pas. Et ensuite, Walter a commencé à s'en prendre à la nuque de Ciampa. On arrive à la séquence finale du match. Walter commence à s'en prendre à la nuque de Ciampa. Ciampa est allongé par terre sur le dos. Walter se met un pied de part et d'autre de sa tête et il tourne comme ça. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça sans se faire super mal, mais c'est des catcheurs, hein, c'est tout le métier. Walter enchaîne avec 2 powerbombs et ce que j'ai appelé le tombé grenouille, c'est quand il fait le tombé, mais que c'est quand voilà, tu fais un powerbomb comme ça et tu fais le tombé comme ça dans la foulée, mais en levant tes petites jambes, en levant tes énormes cuisseaux pour mettre tout ton poids sur les épaules de l'adversaire. Et Ciampa a réussi à s'en sortir, mais à partir de là, c'était fini. Et alors, au départ, ça m'a un peu saoulé. Je vous explique ce qui s'est passé. Walter enchaîne, je crois, juste un coup de la corde à linge et un back and chop. Et Tommaso Ciampa reste à terre pour le compte de 3. Ah non, d'abord, il lui fait un suplex, un dragon suplex, je crois. Enfin, voilà, il lui fait une prise, puis un back and chop, et là, le compte de 3. Et j'ai trouvé la fin du match très abrupte. Et ça a tendance à... Voilà, sur le coup, je me suis dit, quoi, déjà? Comment ça se fait? Ah bah, c'est pas, excusez-moi, j'ai pas d'image. Comment ça se fait que le match est déjà fini? C'est bizarre. Et après, je me suis dit, non, en fait, c'est très Walter de finir un match comme ça. C'est-à-dire, c'est pas tant que... Ça finit pas sur un feu d'artifice. C'est juste qu'on est arrivé au bout de la barre de vie de l'adversaire. Tommaso Ciampa peut plus relever, Tommaso Ciampa peut plus continuer. J'ai toujours en tête la fin du match Tyler Bate contre Walter, où Walter tente un powerbomb et Tyler Bate s'en sort au compte de 1. Le public était tellement crevé, était tellement comment dirais-je, abasourdi par ça que il réagit pas tout de suite. Le public réagit pas tout de suite au fait que Tyler Bate vient de se sortir du compte de 1 d'un powerbomb vers la fin du match. Et la tension monte petit à petit, le public commence à faire « Oh putain !» Et là, le public petit à petit monte et en feu. Et Walter met juste un énorme coup de la corde à linge dans la gueule de Tyler Bate. Et t'as tout le public qui « Oh !» Alors que c'est juste un coup de la corde à linge. Mais on sait que voilà, on sait que ça peut finir le match. On sait que là, Tyler Bate a été cherché dans ce qui restait de sa réserve. Et là, le coup de la corde à linge, et effectivement, le match est terminé là-dessus. Walter arrive à construire le fait que n'importe quelle prise, merci Naka pour ton abonnement, n'importe quelle prise peut être la dernière prise du match. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très cool chez Walter. Si vous pensez que Tommaso Ciampa contre Walter est le match de la soirée, vous pouvez voter 4. Spoiler, c'est un petit peu mon cas. Ensuite, on revoit le petit chien qu'on a vu courir à NXT la semaine dernière. Il me semblait que Frankie, c'était le nom du chien. Vous m'avez rassuré sur le fait qu'effectivement, Frankie, c'était le nom du chien. Oui, et c'est aussi le nom de la catcheuse qui va... Enfin, c'est Taya Valkyrie, mais Taya Valkyrie va commencer avec un nouveau pseudonyme. Frankie Monet. Frankie comme fruit de la passion. Et Monet comme, comme le peintre. Oh, ça me va. Frankie Monet, c'est pas vilain comme nom, donc ça me va. Ensuite, on demande à Bronson Reed, j'ai pas d'image pour ça, ensuite on demande à Bronson Reed comment il se sent d'avoir gagné le Gauntlet Eliminator match, et Johnny Gargano interrompt son interview et le provoque en lui rappelant que demain, donc du coup, Bronson Reed a gagné un match contre Johnny Gargano pour le titre nord-américain. Demain, Bronson Reed affronte l'un des meilleurs catcheurs à TakeOver. Et j'ai très très hâte de voir ce match. Ensuite, on a eu le triple menace pour les titres par équipe de NXT. Je me suis fait la réflexion en regardant ce match. C'était un peu comme beaucoup de matchs de Dynamite, c'est-à-dire... le niveau est très bon. Le niveau est vraiment très bon. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va pas parler de Dynamite aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Je me suis déjà tout fait spoiler, donc vous pouvez y aller, mais enfin vous pouvez y aller. Pour moi, si vous n'êtes pas des enculés, si vous n'êtes pas de vilains garçons et filles, ne spoilez pas dans le chat, c'est pas bien. Mais voilà, on va pas parler de Dynamite aujourd'hui. Donc ouais, je me suis fait la réflexion que c'était un peu comme un match de Dynamite dans le sens où les trois équipes sont vraiment excellentes, mais je suis émotionnellement investi dans aucune des trois. Aucune des trois me fait me dire je veux que tu gagnes, vas-y, tu mérites de gagner. Je me dis non, oui, effectivement, vous êtes tous les 6 vraiment excellents. Vraiment, vraiment excellents.
ayez un match. Et alors, au début du match, Joaquin Wilde arrive avec un masque un peu cool, un peu déçu qu'il ne l'ait pas gardé pour catcher, mais bon, j'imagine que ça doit être chiant. Mais le masque avec lequel il est arrivé était vraiment cool. C'est marrant d'ailleurs, le public était à fond derrière Raúl Mendoza de Legado del Fantasma, et c'est pas la première fois que je remarque ça, que le public est derrière Raúl Mendoza. Et je pense que c'est un gars qui est à NXT depuis tellement longtemps que les gens se disent il est temps qu'il brille ce mec-là, il est temps qu'il ait son breakout moment, comme on dit en anglais. Mais bon, ça sera pas cette fois-ci, puisque alors j'avais très peur que le match soit vraiment MSK contre les Grizzled Young Veterans, et Legado del Fantasma fait de la figuration et juste là pour prendre le tombé. Ça n'a pas du tout été le cas. Les Legado del Fantasma ont même dominé une large portion du match. Ils ont montré ce qu'ils savaient faire. Ils étaient vraiment, c'était un triple menace très équilibré entre les trois équipes. Wesley est vraiment très impressionnant comme catcher. Il me rappelle beaucoup Ricochet, moi, Wesley de MSK. Il y a eu un spot dont j'ai vraiment envie de parler. Parce qu'il y a beaucoup de spots, c'était juste oui, ça saute, oui, ça saute, oui, ça saute. Et bon, c'est bien, mais si vous voulez, c'est pas très intéressant à raconter. Il y a eu un spot que j'ai trouvé excellent. C'est quand Zach Gibson a fait sa prise de soumission sur Wesley. Nash Carter rampe pour essayer d'interrompre la prise de soumission, mais James Drake réussit à lui porter un collier pour l'empêcher d'avancer. Et Wesley était à ça d'abandonner, à ça de taper sur le ring. Et Nash Carter lui a attrapé le poignet pour qu'il tape pas. Et je me dis, ok, ça c'est beau, ça c'est cool. Là tu me racontes une belle histoire. Et à ce moment-là, j'ai vraiment cru que les Legado del Fantasma allaient gagner, parce que à ce moment-là, les Legado del Fantasma attaquent les Grizzled Young Veterans, donc James Drake et Zach Gibson, et je me dis, ok, Nash Carter et Wesley sont crevés, sont cramés, viennent de se prendre une prise de soumission chacun. Zach Gibson et James Drake viennent de se faire attaquer par surprise. Les Legado del Fantasma peuvent gagner. En plus, ils font leur prise de finition sur Wesley, je crois. Je sais plus. Mais bref, ils font leur prise de finition et ça ne suffit pas. Et à partir de là, les Veterans et MSK ont viré les Legado del Fantasma du match et ont fini le match, 1 contre 1, 2 contre 2. Les Veterans contre les MSK, et c'est MSK qui est sorti vainqueur de ce duel qui était bien. J'ai mis B+ au match. Le match était vraiment cool. J'ai juste l'investissement émotionnel y est pas, quoi. Et Camille fait remarquer qu'effectivement c'était dur de passer après. En particulier niveau investissement émotionnel, c'est difficile de passer après Walter et Tommaso Ciampa. Parce que j'adore Walter. Tommaso Ciampa, il arrive en tenue de 2018, je me dis putain, c'est avec ça que je suis tombé amoureux de NXT, moi, avec Gargano et Ciampa. Et ouais, donc du coup, on arrive avec MSK. Les Grizzled Young Veterans, j'ai un peu d'histoire avec eux. Je suis un peu attaché à eux parce que voilà, j'ai regardé le tournoi de NXT UK que Zach Gibson a gagné. Je les ai vus devenir champions par équipe à NXT UK. Voilà, c'est pas des parfaits inconnus, quoi, les Grizzled Young Veterans. Mais les Legado del Fantasma, pour l'instant, ils font vraiment juste les valets de Santos Escobar. C'est une bonne équipe, mais voilà, c'est une bonne équipe. Il y a plein de bonnes équipes à NXT. Et MSK, ils viennent d'arriver. Pour l'instant, ils sont invaincus. Mais ils sont pas invaincus, genre ah là là, qui va réussir à les battre? Non, ils sont invaincus, ils viennent d'arriver, pour l'instant ils n'ont pas perdu un match. Donc, écoutez, le match était vraiment excellent. Et parlant de match excellent, nous allons parler du main event. Pardon, si vous pensez que MSK contre les Grizzled Young Veterans contre les Legado del Fantasma a été le match de la soirée, vous pouvez voter 5, point d'exclamation, vote plus loin, 5. Si vous pensez que c'est Stark contre Storm, c'est 1. Pete Dunne contre Kushida, c'est 2. Le Gauntlet Eliminator gagné par Bronson Reed, c'est 3. Ciampa contre Walter, c'est 4. Et donc le triple menace pour les titres par équipe de NXT, c'est 5. Et si vous pensez que c'est le main event, Raquel Gonzalez contre Io Shirai pour le titre féminin de NXT, c'est 6, et le match commence à 1000 à l'heure, faut pas déconner, mais enfin il commence fort. Le match commence fort. Toute l'histoire du match, merci Toxic Thallium pour ton prime. Toute l'histoire du match, c'était Raquel Gonzalez est extrêmement forte, Io Shirai est plus rapide, plus agile,
allez-y. C'est vraiment une histoire très classique de la force contre l'agilité, qui c'est qui gagne. Alors Dakota Kai a accompagné Raquel Gonzalez dans le match au début, mais elle s'est faite jarter pratiquement au début du match. Elle a pratiquement pas eu d'influence dans le match d'une façon générale. J'allais dire elle a pas eu d'influence sur la fin du match, mais elle a pas eu d'influence sur le milieu non plus. Je vais vous raconter une partie du match parce que c'était vraiment très très cool. Donc voilà, ça c'était mon image pour illustrer force contre agilité. Sachant que là, bon, c'est pas tant de l'agilité de la part du Yoshirai, c'est plus de la souplesse, mais bon, globalement, elle se fait plier, hein, faut pas, voilà. Alors, Yoshirai a collé un moonsault sur Giant Gonzalez. Non, ça c'est quelqu'un d'autre. Sa fille peut-être, sa petite fille, je ne sais pas. Sur Raquel, pour ceux qui n'ont pas, Giant Gonzalez. Oh non, je vais pas expliquer ceux qui n'ont pas, tant mieux pour vous. Raquel Gonzalez, donc elle se prend un moonsault alors qu'elle était debout sur la rampe à l'extérieur du ring. Je me suis dit, je l'ai pas vu venir, mais c'était une technique pour se rapprocher de quoi donc du crâne en haut du crâne qu'il y avait, dont je vous parlais dans l'introduction, en haut de la rampe, et Yoshirai a fait un crossbody du haut du crâne qui était à 20 pieds de haut, je cite les commentateurs qui ne sont toujours pas passés au système métrique, 20 pieds de haut, 20 pieds de haut, si quelqu'un s'y connaît, 20 pieds de haut, vous me dites combien ça fait. C'est très très haut, j'imagine, là comme ça, a priori, je dirais quelque chose genre 3 mètres, à peu près. Donc voilà, Gonzalez se prend ça dans la tronche, Yoshirai la remet dans le ring, lui fait un over the moonsault dans le ring, et Raquel Gonzalez se sort du over the moonsault. C'est la première femme à NXT à sortir du over the moonsault. C'est tellement cool. C'est tellement cool. Et à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer un peu. Je me suis dit, ah, ils sont en train de protéger Raquel pour faire gagner Yoshirai. Genre, c'est celle qui s'est le mieux battue, voilà. Ah là là, homme de peu de foi que je suis. Raquel Gonzalez, une fois à l'extérieur du ring, lui colle son single arm powerbomb à l'extérieur du ring. Elles reviennent tous les deux dans le ring, mais elles sont toutes les deux crevées. Raquel Gonzalez provoque Yoshirai. Yoshirai lui colle son open palm strike, là, quand elle tape avec ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle cette partie du corps, mais globalement, cette partie-là, dans le menton, ça je sais comment ça s'appelle, dans le menton de Raquel Gonzalez, qui recule et lui met la merde de toutes les cordes à linge, et elle finit le match, merci pour les 100 bits Peraltaro, elle finit le match avec un single hand powerbomb j'allais dire du fond des enfers. Non, parce que c'est très très haut, donc de tout haut dans le paradis, et par terre. Et donc, Raquel Gonzalez remporte le match et le titre féminin de NXT. Elle a plein d'effets pyrotechniques trop cool. J'ai noté, la ceinture a l'air d'être plus petite. C'est parce que, c'est parce que Raquel Gonzalez est une très grande femme, très, il y a probablement un adjectif pour ça, mais disons musclée, voilà. Très imposante, voilà. Elle est très impressionnante. J'aime beaucoup Raquel Gonzalez. Je suis très content qu'elle ait gagné le titre. J'espère qu'elle va avoir un règne qui va durer un peu. J'espère qu'elle va pas avoir le règne de Rhea Ripley, la pauvre. Voilà, j'espère qu'elle va rester championne un petit moment. Je ne sais pas qui elle va affronter, mais j'imagine que le champ des possibles s'ouvre devant elle. Probablement une rivalité avec Dakota Kai à la clé au bout d'un moment. On verra. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est à parler de NXT TakeOver Stand and Deliver, qui a été un très bon show. Moyen pour un takeover, mais moyen pour un takeover, c'est un très bon show qui se termine avec... D'ailleurs, c'était rigolo parce que quand Raquel Gonzalez a gagné, tu voyais sur les écrans tout le monde, bouh, bouh, tu es une heel, bouh, c'est pas bien, et tout le public qui était présent, qui était en présentiel, comme on dit, hein, depuis, qui était donc là dans la salle, faisait wow, faisait des yes, faisait you deserve it, et tout, c'était voilà, essayez pas de nous faire détester Raquel Gonzalez, c'est vraiment trop cool pour elle, ce qui lui est arrivé, c'est vraiment trop cool pour elle qu'elle ait remporté le titre. Nous allons voir le résultat du sondage, si vous le voulez bien, avant de passer au tableau, mais pas beaucoup de surprises à ce niveau-là. Vous voyez pas tout le tableau, donc je vais vous le dire.
À la dernière place, avec un vote chacun, nous avons Zoe Stark contre Toni Storm et Pete Dunne contre Kushida. À l'avant-avant-dernière place, du coup, donc on va dire la quatrième. À la quatrième place, nous avons Raquel Gonzalez contre Io Shirai avec 4 votes et donc 7% des voix. À la troisième place, avec 5 votes, nous avons le triple menace pour les titres par équipe de NXT avec presque 10% des voix. Un peu plus de 10% des voix pour le Gauntlet Eliminator Match, mais évidemment avec 67, enfin pratiquement 68% des voix. C'est comme moi le match Tommaso Ciampa contre Walter que vous estimez être le meilleur show de la soirée. Ce n'est pas très surprenant. Christophe me dit salut Link, je te suis depuis le point culture sur les loups-garous, c'est dire si ça fait longtemps Smiley facétieux. Tu m'as fait découvrir le catch chez NXT, je t'en remercie, j'ai beaucoup aimé cette première nuit de Takeover, le match Ciampa-Walter, oh la Ciampa, Ciampa-Walter était une merveille, un grand S pour ma part, non, on n'y est pas, je respecte ton opinion. Un peu dommage que le match féminin n'ait pas eu 5 voire 10 minutes de plus. Bon, je respecte ton opinion, je ne suis pas d'accord. Question, je trouve malheureusement que MSK n'est pas une super équipe. Pour moi, Wesley fait pour un run solo et surclasse son équipier, qu'en penses-tu? Je vois ce qui peut te faire penser ça. Je pense qu'il fonctionne bien en équipe. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi sur les 3 trucs que tu dis. Mais je vois pourquoi tu le dis. Je comprends ton opinion. Je comprends... je vois le fait que Wesley est plus... non seulement est plus flamboyant sur le ring, est plus agile sur le ring, et plus engageant, quoi, si tu veux, sur le ring. Que Nash Carter, d'autant que Nash Carter fait un peu plus personnage comique, fait un peu plus que Wesley. J'avais pas besoin de faire ça. Donc je comprends. Mais en même temps, c'est aussi ce que je pensais de Montez-Ford dans les Street Profits, tu vois. C'est un peu, je me disais, Angelo Dawkins, il ralentit un peu le potentiel de Montez-Ford qui semble être illimité. Mais la vérité, c'est que ils s'équilibrent tous les deux. Ils s'équilibrent et ça fait vraiment une excellente équipe. Et je pense que Wesley et Nash Carter ont à peu près cette dynamique, mais je les connais pas encore assez bien pour affirmer ça, pour être sûr de ça. Mais c'est l'opinion que j'ai pour l'instant. God Keyblade me dit bonjour mon soleil bien aimé. Ah la gênance. Penses-tu qu'on se dirige prochainement vers une rivalité entre Raquel Gonzalez et Frankie Monet? Ou alors est-ce beaucoup trop tôt? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, elle vient d'arriver, elle peut directement aller vers le sommet de la carte et puis se manger un mur, c'est tout à fait possible. Je ne vois personne de légitime et crédible pour affronter la nouvelle championne. Bonne journée, monsieur. Oui, c'est vrai que la division féminine de NXT est un peu molle. Je peux te citer 20, faut pas déconner. Je peux te citer 5 challengers que je veux voir affronter Raquel Gonzalez. Alors déjà, effectivement, Frankie Monet, ça peut être une bonne idée. Io Shirai peut avoir un rematch, mais pour ces deux-là comptent pas. Dakota Kai, mais là on part sur du long terme. Candice LeRae, il est plus que temps qu'elle ouais, mais Candice LeRae va perdre, mais elle perd tout le temps, donc c'est pas grave. Candice LeRae, Mercedes Martinez, ça peut être extrêmement cool. Toni Storm, ça peut être extrêmement cool. Zoe Stark, elle a déjà eu un match récemment, on va pas compter Zoe Stark, mais on va dire. J'hésite entre Ember Moon et Shotzi Blackheart, mais on va dire les deux. il y a tout le potentiel du monde dans la division féminine de NXT. Quintax me dit un règne comparable à celui de Shayna Baszler pour Raquel, ce serait énorme. Est-ce que ça diminuerait pas un peu? Faut pas que tous les règnes de championne de NXT deviennent des règnes à la Shayna Baszler. Ce serait chouette. Est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas sûr. Mais ce serait chouette. Gwen Alpha me dit bonjour Lynx, tu as l'air d'avoir vraiment aimé le takeover, c'est très très chouette, tu communiques bien ta joie en plus. Tant mieux. Tegan Nox, je viens de voir passer Tegan Nox sur le chat, tout à fait. Cette première nuit de takeover était super et j'ai hâte d'être à ce soir. Dis-moi, ne trouves-tu pas qu'AEW, en plus des problèmes déjà évoqués, fait les mêmes erreurs que la WWE? La WWE fait pas mal d'erreurs. Roster surchargé, alors en termes de roster surchargé, la WWE est parfaite comparée à AEW. AEW, ils ont vraiment beaucoup trop de catcheurs. Il est largement temps qu'ils fassent 2 rosters séparés. Ils ont largement de quoi alimenter 2 rosters séparés. Et ils devraient faire ça. Même personne en avant, etc. Merci à toi et bonne journée à vous deux, smiley facétieux. Je pense que c'est moins un problème. Je pense qu'ils ont des stars, mais ils arrivent à faire tourner un peu le haut du mid-card et à ce que chacun ait un tour dans le main event.
Je ressens pas ce problème-là chez AEW. Roster surchargé, par contre, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. T'as pas intérêt à avoir un catcheur préféré un peu exotique à AEW parce que sinon tu le vois jamais, quoi. Je pense à quelqu'un qui me disait que un de ses catcheurs préférés à AEW c'était Sonny Kiss. Et il va peut-être avoir un match dans les 2 mois qui viennent. On ne sait pas. Donc on verra. Il y a Sarey qui vient de signer à NXT qui peut affronter Raquel Gonzalez, effectivement. Garus01 me dit: salut Mr. Alexis. Je ne suis pas souvent sur les lives avec les horaires et les cours, mais là avec les vacances et le confinement ça passe. Petite question. J'entends souvent qu'un catcheur se réinvente, mais comment il peut avoir ce choix sachant que c'est les bookers qui ont le contrôle des personnages, genre Gargano avec son heel turn en comic avec The Way, etc. Les catcheurs sont pas totalement impuissants par rapport à leur personnage, par rapport à leur promo. Ils ont une petite marge de manœuvre dans ce qu'ils peuvent dire. Évidemment, ils vont proposer des idées. On peut leur refuser ou leur accorder ces idées. Ils peuvent proposer des idées. Et après, quant à l'interprétation, ça dépend d'eux, quoi. Ça dépend de leur façon de faire. Par exemple, quand Bray Wyatt est devenu The Fiend, tu peux être sûr que c'était pratiquement à 100% l'idée de Bray Wyatt. Tu peux être sûr de ça. Une idée qui a du coup été avalisée par les décisionnaires. Donc voilà, les catcheurs sont pas totalement impuissants dans le développement de leur personnage. Et tant mieux. Parce que ça fait partie du taf de catcheur, d'avoir un certain niveau d'imagination, je dirais. Wikinema me dit: salut Lix, peut-on un jour rêver d'un point culture ou au moins une nouvelle parenthèse sur le catch, par exemple sur tes catchs ou tes matchs... Ah, c'est fini, après, bon, d'accord. Sur tes catcheurs ou tes matchs préférés, la dernière fois tu n'as pas su dire quel était ton match de Kane préféré, tu as trouvé celui contre Triple H à John Monday 2001 pardon, était cool si tu l'as pas vu. J'y ai pas réfléchi depuis. Une nouvelle parenthèse ou un point culture sur le catch, c'est tout à fait possible, c'est même assez probable concernant les parenthèses. Merci à tous d'avoir été là, merci à tous pour vos questions, merci à tous pour votre... Merci Mister Oops pour son abonnement pour 2 mois, c'est cool de ta part, c'est très apprécié. On se donne rendez-vous demain pour faire le bilan de NXT TakeOver Stand and Deliver nuit 2. D'ici là, moi je vais regarder Dynamite cet après-midi, je vais faire ma vie, hein, tout simplement. Continuez de lire Jurassic Park et nous on se donne rendez-vous donc demain comme je vous l'ai déjà dit. Bonne fin de journée à tous et à demain pour la suite du récap de NXT TakeOver Stand and Deliver. Bisous tout le monde et à la prochaine, ciao.